Deux voleurs ont mis au point un mode d'opération terrifiant. Au vol de banque, ils associent l'intrusion dans des résidences privées et la prise en otage des familles de directeurs de banque. Pendant plusieurs années, les agents fédéraux seront sur leurs traces. Et même une fois capturés, les voleurs ne se laisseront pas faire. Ils s'évaderont de façon astucieuse, puis se lanceront dans une nouvelle série de vols, le FBI toujours à leur trousse. Le 28 décembre 1982 à Oklahoma City, Steve Thompson, le vice-président d'une banque, et sa femme Helen rentraient à la maison après une réception des fêtes. Soudainement, une voiture arriva derrière eux. En descendant de voiture et en entrant dans le garage, ils ont crié « Monsieur Thompson, nous sommes du FBI ». Quelques secondes plus tard, nous étions à leur merci. Helen Thompson crut d'abord que les agents avaient fait erreur. Je ne voyais pas pourquoi des agents fédéraux voulaient nous voir et j'avais déjà entendu parler d'erreurs de leur part. J'ai donc regardé l'homme et je lui ai dit « Vous devez vous tromper. Puis-je voir votre carte d'identité ?» Et il a alors sorti une arme. Un des hommes portait une perruque. C'était lui qui semblait être chargé d'imposer son autorité aux victimes. L'autre commandait l'opération. Il y avait forcément quelqu'un d'autre avec eux parce qu'un chauffeur les avait déposés et il était reparti. On n'a jamais revu cette voiture par la suite. Les deux assaillants forcèrent le couple à entrer dans la maison. Le chef commença à interroger Thompson sur la banque où il travaillait. Celui-ci fut coopératif, car il souhaitait que cette mésaventure se termine sans que quiconque ne soit blessé. Thompson répondit entre autres à des questions sur le système de sécurité complexe de la banque. Il songeait d'abord et avant tout à la sécurité de ses employés. Je ne leur ai pas donné les noms des personnes qui connaissaient les combinaisons. J'ai dit, on va devoir attendre pour voir qui sera là et qui a les combinaisons. Je ne voulais pas mettre en péril la vie de ces personnes. Un homme appela et demanda à parler à l'un des assaillants. Il semblait mettre au point les plans pour un vol le lendemain. Le chef intima à Thompson de suivre ses ordres à la lettre. Il voulait que je le prenne au sérieux. Il m'a dit, si quelqu'un déclenche l'alarme demain, si quelque chose ne tourne pas rond et que des policiers viennent, je vais les tuer. Il a ensuite ajouté, il n'est pas question pour moi de retourner au pénitencier. Les deux hommes retinrent le couple captif pendant toute la nuit. 1 heure avant l'aube, ils les forcèrent à les conduire à la banque. À 9 heures, ils attendirent ensemble l'arrivée des employés. Un complice était garé devant l'immeuble et surveillait les lieux. Pendant que le vol avait lieu, l'un d'eux était en contact permanent avec quelqu'un au téléphone. Cette personne l'informait du nombre de personnes qui se présentaient à la porte d'entrée principale. L'assaillant savait que seulement certains employés avaient accès au système de sécurité à combinaisons multiples. Ma'am, I need to know, do you have the combination to the safe? No. I need you to come with me. Les employés qui ne connaissaient pas les combinaisons furent envoyés dans les toilettes. Il faut toujours plus d'une personne pour accéder à quoi que ce soit. Nous avions divers systèmes de sécurité dans la chambre forte et plus particulièrement dans celle où nous conservons l'argent liquide. Sir, I need to know, do you have the combination to the safe? Yes, I do. I need you to come with me. Tous ceux qui connaissaient les combinaisons se mirent au travail.
Il tentait de déterminer qui pouvait lui donner accès à ces liquidités. Bientôt, il ne resta plus qu'une seule combinaison à composer avant que les voleurs puissent mettre la main sur un butin de centaines de milliers de dollars. Le voleur à la perruque semblait plus agressif que l'autre. Do what you're told, no one gets hurt. Good, now get in there and fill them up. En moins de 30 minutes, il eut en main des centaines de milliers de dollars. Did you get it? Got it. Come on. I need your keys. Les deux hommes amenèrent Thompson et le gérant dans le local où se trouvaient les autres otages. Il m'a fait entrer dans les toilettes et nous a dit qu'il leur en restait pour 5 minutes, de ne pas sortir pour regarder ce qu'ils faisaient. Et ils sont sortis des toilettes. Mais moi, j'étais persuadé qu'ils fileraient sans attendre. Je n'ai attendu qu'un peu plus d'une minute avant de sortir. Quand Thompson se fut assuré que les voleurs étaient partis, il demanda au gérant d'appeler les autorités. L'appel fut transmis aux unités de patrouille d'Oklahoma City. Comme le voulait la procédure, on alerta également le FBI. L'agent spécial Mike Cycle prit l'appel. J'ai crié aux autres agents de l'escouade que nous avions un vol de banque sur les bras. Je leur ai dit où c'était arrivé et je leur ai transmis toutes les informations en ajoutant que les voleurs étaient partis. Plusieurs agents ont alors pris la direction de la banque. Les unités de patrouille arrivèrent en premier. Les agents du FBI arrivèrent quelques minutes plus tard. Selon la loi Hobbs, signée en 1946 sur la protection des institutions bancaires aux États-Unis, c'est le FBI qui est chargé d'enquêter sur les vols de banque. Dans ce cas-ci, cela signifiait qu'une force policière de juridiction nationale enquêterait sur ce crime et se mettrait à la recherche des voleurs. Les Thompson racontèrent leur mésaventure qui avait commencé la veille au soir. Il s'agissait d'un crime commis par des professionnels et ceux-ci n'avaient laissé aucun indice. Ces voleurs n'en étaient sans doute pas à leur première expérience. Mais aucun vol de ce type n'avait eu lieu dans la région par le passé. Les agents fouillèrent la base de données du FBI pour voir si un vol du même type avait été commis ailleurs au pays. Ils trouvèrent alors un dossier sur d'autres cas où les voleurs avaient commencé par prendre en otage des directeurs de banque dans leur résidence privée. J'ai sorti ce dossier pour constater que plusieurs de nos bureaux avaient enquêté sur des vols identiques. Je suis alors entré en communication avec eux. Cycle espérait trouver un agent qui connaîtrait les suspects qui avaient volé la banque d'Oklahoma City. Il tomba sur l'agent Steve Chenoweth du bureau du FBI de Phoenix. Cycle lui décrivit le vol qui avait commencé par l'intrusion dans la maison d'un directeur de la banque. Il lui parla des déguisements des voleurs et de leur comportement. Chenoweth mentionna alors les noms de deux criminels qu'il connaissait, Terry Conner et Joseph Dougherty, et qui agissaient exactement de cette façon. Leur mode d'opération était exactement le même. Quand on m'a informé des détails de cette affaire à Oklahoma City, j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient là-dessous. La description des témoins correspondait à celle des deux suspects. Comme Chenoweth les connaissait bien, on lui confia la responsabilité de cette enquête.
Il savait que Connor et Dougherty s'étaient rencontrés dans une prison fédérale. Terry Conner avait orchestré 3 vols de banque en Arizona. Chaque fois, lui et son complice avaient retenu captifs des employés de la banque pendant la nuit précédant le vol. Joe Dougherty était un gangster de Philadelphie, un type qui ne lâchait pas sa victime, les yeux dans les yeux, avec, par exemple, une arme dans une main et dans l'autre, une note ordonnant à la caissière de lui donner tout l'argent qu'elle avait. C'était un personnage plutôt rustre qui était loin d'avoir l'intelligence de Terry Conner. Conner était un beau parleur et il recrutait aisément des complices. Terry était avant tout un type de la côte ouest. Il venait de la Californie. Nous avons donc concentré nos efforts pour retrouver sa trace en Californie. Les agents entrèrent en contact avec les agents du bureau du FBI de Monterey. Ils transmirent à l'agent spécial Arlen Frymere tout ce qu'ils savaient de Connor. Nos collègues d'Oklahoma City nous ont dit qu'ils croyaient que le suspect avait une petite amie à Pacific Grove, en Californie. Ils croyaient aussi que Connor était peut-être en route vers cet endroit. Ils nous ont demandé d'enquêter de ce côté-là. Les agents repérèrent la maison de la petite amie de Connor. La surveillance de la maison leur permit de croire qu'il y avait peut-être là un lien avec Terry Conner, qu'on croyait avoir été vu pour la dernière fois à Oklahoma City. En vérifiant les lieux, on a aperçu un véhicule devant la maison immatriculé en Oklahoma. On en a avisé les agents du bureau d'Oklahoma City. Ceux-ci n'ont rien trouvé qui indiquait que le véhicule était relié à Terry Conner. Mais ils ont pensé qu'il l'avait peut-être acheté sous un faux nom. Pendant que la petite amie était sortie de la maison, les agents interrogèrent son jardinier. Ils l'encouragèrent à leur dire tout ce qu'ils savaient et à demeurer discret. Ils lui demandèrent s'il avait vu un homme dans la maison. Il leur répondit que non. Toutefois, il avait entendu sa patronne parler d'une rencontre avec Connor la semaine suivante. Les informations que j'ai obtenues étaient assez précises, de sorte que je savais qu'à un moment donné, Terry Conner devait rencontrer sa petite amie quelque part. Je sentais que je tenais presque le suspect. Les agents prirent la petite amie de Connor en filature pendant plusieurs jours pour s'apercevoir qu'il conduisait plusieurs voitures. À son insu, ils installèrent des dispositifs de pistage sur chacune d'elles, reliés aux autos et aux avions du FBI. Ainsi, ils pouvaient savoir où elles se trouvaient, quel que soit l'endroit. Mais le jour où elles devaient rencontrer Connor, le signal disparut. Quand on a perdu le contact avec le véhicule, on a demandé à nos patrouilleurs de se disperser dans toutes les directions afin de le retrouver. La patrouille aérienne nous est venue en aide ce jour-là. Et c'est elle qui a repéré le véhicule sur l'autoroute, de sorte qu'on a pu se diriger par là. Les agents se dirigèrent vers l'endroit d'où émanait le signal. Ils trouvèrent l'auto garée devant un restaurant. Une unité SWAT se mit en attente, à l'affût de quelques signes qui annonceraient le suspect. Entre-temps, un agent du FBI s'assura que le couple ne pourrait utiliser la voiture pour s'enfuir s'il revenait. On a dégonflé les 4 pneus de sorte qu'ils ne puissent pas s'enfuir et l'on a attendu. La plupart des opérations de surveillance exigent de longues heures de travail et sont souvent sans résultat. Mais les agents n'avaient pas le choix. Ils espéraient que le présumé voleur de banque Terry Conner apparaîtrait. Après une prise d'otage suivie d'un vol de banque en Oklahoma, les agents du FBI avaient identifié 2 suspects, Terry Conner et Joseph Dougherty. 2 mois plus tard, et à près de 2400 km de là, à Atascadero, en Californie, les agents surveillaient la voiture de la petite amie de Conner dans le stationnement d'un restaurant. Ils croyaient que Conner était dans le secteur et se préparaient à la rencontrer. Les longues heures de surveillance finirent par porter fruit pour l'agent spécial Arlen Frymere.
On a vu Terry Connor arriver en voiture dans le stationnement avec sa petite amie. En général, ce n'est pas aussi facile que ça. Mais les photos qu'on nous avait envoyées de Terry Connor étaient d'une si bonne qualité qu'on n'a eu aucun mal à l'identifier. On savait donc qu'on était sur le point de terminer notre mission. Comme le suspect était vraisemblablement armé, on laisse à l'escouade tactique prendre les commandes de l'opération. Les agents agirent rapidement, ne laissant pas à Terry Connor le temps de s'enfuir. Après avoir interrogé la petite amie du suspect et estimé qu'elle n'était pas impliquée dans ces crimes, les enquêteurs la remirent en liberté. Les agents constatèrent alors qu'ils avaient doublement bien fait de dégonfler les pneus de la voiture de la petite amie. Juste avant son arrestation, Connor avait ouvert le coffre de la voiture. Sans mandat d'arrêt, on n'aurait pas pu le faire ouvrir s'il ne l'avait pas fait lui-même. Suite à l'arrestation, on a pu voir ce qu'il contenait. Cela nous a été utile car on y a vu un attaché case. On l'a ouvert et on y a trouvé une somme d'argent substantielle. Il y avait près de 40 000 $ en argent liquide, dont les numéros de série correspondaient à ceux des billets volés à Oklahoma City. Les agents trouvèrent également un gros diamant et le reçu d'un bijoutier pour l'acquisition de 6 autres de ces pierres précieuses. Les autorités conduisirent Connor au bureau du FBI de Monterey, où on l'accusa du vol d'Oklahoma City. L'agent Steve Chenoweth apprit qu'on avait arrêté Connor, mais que Dougherty courait toujours. Même si on cherchait 2 personnes, on n'était plus qu'heureux d'apprendre qu'au moins une d'entre elles avait été arrêtée. Nous étions cependant déçus d'apprendre que Joe n'avait pas été retrouvé. Mais le fait qu'on détenait Terry Connor signifiait que nous avions au moins résolu la moitié du problème. Il nous restait maintenant à retrouver Joe. Chenoweth savait que Joe Dougherty continuerait de voler des banques comme il avait appris à le faire avec Connor. Mais sans ce dernier pour lui tenir la bride, Dougherty était plus dangereux que jamais. Terry, c'était le cerveau. C'était lui qui prenait toutes les décisions. Joe, qui était plus enclin à la violence, était maintenant le chef des opérations. Si la maîtrise de la situation lui échappait, il n'y aurait peut-être personne à ses côtés pour le calmer. Pendant 8 mois, on n'eut aucun signe de Dougherty. Puis, à Phoenix, la veille du jour de l'année où les magasins sont les plus achalandés et où les banques sont pleines d'argent, le vice-président d'une banque en banlieue rentra chez lui avec sa famille après le repas de fête de l'Action de grâce en compagnie de ses parents. La maison semblait avoir été cambriolée. Les intrus étaient toujours là. Les 2 voleurs gardèrent le banquier et sa famille captifs toute la nuit. Quelques heures avant l'aube, Joe Dougherty et son nouveau complice étaient prêts à dévaliser une banque. Ils s'y rendirent à bord de la voiture du vice-président de la banque et se servirent de ses enfants comme d'une garantie pour s'assurer que le banquier leur obéirait. Dougherty ne déposa jamais son arme. En moins de 2 heures, ils se rendirent à la banque, vidèrent les coffres et prirent la fuite avec 270 000 $ en argent liquide, laissant la famille traumatisée, mais indemne. Le vol avait eu lieu dans la ville natale de l'agent en chef responsable de l'affaire Dougherty. Quand Steve Chenoweth apprit la nouvelle de ce crime, il eut le sentiment d'en connaître déjà l'auteur. J'ai tout de suite pensé à Joe Dougherty, mais je n'en ai été convaincu qu'après avoir interrogé les victimes et obtenu d'elles sa description physique.
Ne sachant trop si Dougherty avait voulu le défier en volant une banque dans sa ville natale, Chenoweth se rendit à la maison du banquier pour en apprendre plus sur la nuit terrifiante que sa famille et lui avaient passée sous la menace d'une arme à feu. La plupart d'entre nous ne vivront jamais une telle situation. Passer toute une nuit comme ça avec ses 2 enfants, c'est sûrement très traumatisant. Ils étaient heureux que tout cela soit terminé et ont été ravis de nous voir arriver. Le banquier décrivit les assaillants, ajoutant que, à l'évidence, ils portaient tous 2 des perruques. Selon lui, le plus gros des 2 semblait être le chef. La description physique du chef était le portrait tout craché de Joe Dougherty. J'ai donc compris que nous avions affaire à lui. Mais une fois encore, quelqu'un d'autre était mêlé à cette affaire. Et nous ne connaissions pas l'identité de ce complice. Les membres de la famille décrivirent le caractère des 2 voleurs. Dougherty et son complice étaient menaçants et leur comportement était plus imprévisible que lorsque Dougherty se trouvait avec Connor. Comme par le passé, les voleurs n'avaient laissé aucune piste. 6 mois plus tard, à près de 1500 km de là, soit à Reno au Nevada, la police appela le FBI à propos d'un autre vol de banque. De nouveau, le coup avait été précédé d'une prise d'otage la veille au soir. Mais cette fois, les voleurs avaient été plus violents. Ils avaient apporté une bombe. Ils avaient attaché le dispositif au corps de l'employé de la banque en lui disant qu'il s'agissait d'explosifs. S'il n'obéissait pas à leurs ordres, il le ferait exploser. C'était assez pour terrifier le pauvre homme et il obéirait à coup sûr. Après s'être assuré qu'il n'y avait pas de piège, le spécialiste en explosifs de la police de Reno enleva les explosifs sur l'employé de banque et le fit sortir de la salle des coffres-forts pour sa sécurité. L'expert coupa ensuite le contact. Plus tard, il constata qu'il s'agissait d'une fausse bombe. L'employé de la banque déclara aux agents du FBI que sa famille et lui avaient été retenus captifs sous la menace d'une arme à feu toute la nuit par 2 hommes portant perruque et complet cravate. Quand on lui montra la photo de Joseph Dougherty, il déclara qu'il ressemblait à l'un des 2 hommes. Des témoins avaient aperçu une berline blanche immatriculée dans l'État de Washington fuir les lieux après le vol. Les agents fouillèrent le secteur. Ils trouvèrent le véhicule abandonné à moins de 200 mètres du bureau du FBI de Reno. Encore une fois, Dougherty semblait mettre le FBI au défi. La voiture était immatriculée au nom d'un homme de Spokane dans l'État de Washington. Interrogé à ce sujet, l'homme déclara qu'il l'avait vendu à un individu dont la description correspondait à celle de Dougherty ainsi qu'à une femme enceinte. Selon toute probabilité, c'était la petite amie de Dougherty. Pour les aider à capturer le couple, les agents firent appel au marshal. Ceux-ci retracent les voitures et les personnes qui se déplacent d'État en État. Le marshal Denny Barrent croyait que les voitures utilisées par Dougherty seraient l'élément clé qui permettrait de le retrouver, lui. Joseph Dougherty était un fugitif très rusé. Il changeait aussi souvent de voiture que certaines personnes changent de chaussettes. Il achetait une voiture, la revendait parfois aux anciens propriétaires ou encore à des vendeurs de voitures d'occasion. Les marshals remontaient minutieusement la piste complexe de toutes ces voitures achetées les unes après les autres et sous différents noms d'emprunt lorsque la chance leur sourit enfin. Un homme dont le nom était l'un des pseudonymes de Dougherty avait fourni une adresse en Idaho après avoir eu un accident routier. Comme la maison semblait abandonnée, les marshals interrogèrent les voisins. Une femme reconnut immédiatement le voleur, mais elle ne le connaissait que sous son nom d'emprunt. Elle déclara qu'il avait l'habitude assez étrange de s'entraîner au tir dans son jardin.
Elle dit au marshal que sa petite amie et lui, ainsi que leur nouveau-né, avaient récemment déménagé. Après avoir obtenu l'autorisation de consulter les registres des entreprises de déménagement des environs, les marshals purent établir que la petite amie de Dougherty avait loué un camion sous un nom d'emprunt et qu'elle s'était rendue au Colorado. L'entreprise de déménagement donne à l'adresse de sa destination, une maison située en montagne près de Denver. Les agents du FBI, secondés par les marshals, mirent la maison sous surveillance à partir de la forêt qui l'entourait. Comme la vie d'un nouveau-né était en jeu, il devait se montrer particulièrement prudent. Ils aperçurent la jeune femme quitter la maison avec un homme qui n'était pas Dougherty. Les marshals ne parvinrent pas à déterminer si elle avait l'enfant avec elle. Ils les prirent en filature jusqu'en ville et les virent entrer dans un magasin sans l'enfant. J'ai alors dit à mes hommes, allez jusqu'à leur voiture. Elle est garée dans le stationnement du centre commercial et essayez de voir si le bébé se trouve à l'intérieur. Ils ont alors communiqué avec moi pour me dire que le bébé ne se trouvait ni dans la voiture, ni dans les bras de l'un des deux suspects. Cela signifiait que le bébé était toujours dans la maison. Dans la maison, sans doute avec Joseph Dougherty. Depuis 2 ans, Dougherty avait toujours eu une longueur d'avance sur les policiers. Cette fois-ci, il croyait bien pouvoir enfin procéder à l'arrestation de ce dangereux voleur. Mais dans ce genre d'opération, les choses se passent rarement comme prévu. 2 ans après le vol d'une banque à Oklahoma City par Terry Connor et Joseph Dougherty, Connor avait été capturé. On l'avait reconnu coupable d'un vol de banque à main armée et condamné à 25 ans d'emprisonnement. Le FBI croyait que son complice, Joseph Dougherty, avait continué à prendre des otages et à faire d'autres vols de banque. Maintenant, les agents espéraient l'avoir enfin piégé dans une maison au Colorado. Plus tôt le même jour, ils avaient arrêté la petite amie du fugitif ainsi que l'un de ses complices. Elle confirma que Dougherty se trouvait bien à la maison avec leur enfant. Elle ajouta qu'il était armé. Une unité SWAT prit position en éventail autour de la maison. Parmi les hommes se trouvait le marshal Denny Barrent. Joseph Dougherty est sorti de la maison et on a pu l'identifier formellement. Il a brandi un Magnum 357 et a commencé à tirer en direction de la forêt. Mais Dougherty ne semblait pas viser les agents. L'unité SWAT ne devait pas riposter. J'ai dit aux hommes de s'accroupir. Ne ripostez pas, ai-je ajouté, à moins que votre vie ne soit menacée. Le marshal se rappelait cette voisine de Dougherty en Idaho qui avait déclaré que celui-ci avait l'habitude de tirer au hasard dans son jardin. Selon toute vraisemblance, Dougherty ignorait qu'il était surveillé. Les membres de l'unité devaient régler cette situation sans violence. Un négociateur du FBI appela à la maison. Le négociateur nous a dit qu'il avait établi le contact, mais que la personne qui avait répondu avait raccroché. C'était un homme. Les tireurs d'élite étaient prêts à passer à l'action, mais ils devaient attendre les ordres.
On devait prendre en compte la sécurité du bébé et des autres personnes qui se trouvaient peut-être dans la maison et dont on ignorait la présence. Toutefois, les hommes devaient être prêts à riposter si Dougherty faisait feu sur eux. Le négociateur rappela à la maison. Il annonça au fugitif que sa petite amie et son complice avaient été arrêtés. Il lui demanda de prendre en considération la sécurité de son enfant et de se rendre de son plein gré. Par la fenêtre, les hommes le virent s'approcher de la porte. Il n'opposa aucune résistance. Après avoir mis le bébé en sécurité, on a fouillé la maison et on y a découvert 16 armes à feu, notamment 2 fusils d'assaut tactique 308. Ces armes étaient toutes cachées, toutes chargées et prêtes à l'aider à assurer la défense de cette maison. Dougherty fut inculpé et mis en détention dans l'attente de son procès à Oklahoma. Près d'un an et demi plus tard, le 19 juin 1985, 2 marshals firent monter Terry Conner et Joseph Dougherty à bord d'un véhicule et se dirigèrent vers le palais de justice d'Oklahoma City. Dougherty devait subir le premier de 4 procès, celui-ci pour le vol de banque et la prise d'otage à Oklahoma City 3 ans plus tôt. À titre de témoin, il avait assigné à comparaître son complice, Terry Conner. Sur une route isolée, les 2 hommes passèrent à l'action à l'aide d'outils obtenus par le biais de la contrebande en prison, une clé de menottes et une lame de rasoir. Il n'avait jamais eu l'intention de se rendre au palais de justice. Ils s'emparèrent des armes des marshals. Ils leur ordonnèrent ensuite de ranger le véhicule. Ils les forcèrent à entrer dans les bois. Les 2 criminels feraient tout pour ne pas perdre leur liberté et rien ne semblait vouloir les arrêter. Le 19 juin 1985, 2 voleurs de banque, Terry Conner et Joseph Dougherty, avaient échappé à 2 marshals pendant qu'on les transportait vers Oklahoma City, où Dougherty devait comparaître. Les fugitifs menottèrent les 2 marshals à un arbre et leur prirent leurs armes, leurs insignes, ainsi que leurs véhicules. Ils pouvaient maintenant se déplacer aisément. De plus, ils étaient armés, et pour l'heure, personne ne savait qu'ils s'étaient échappés. Ils disposaient d'une avance d'une quinzaine de minutes avant que les marshals ne se libèrent et signalent leur fuite. À la cour d'Oklahoma City, l'agent spécial Steve Chenoweth fut consterné en apprenant la nouvelle.
Je me suis d'abord dit que c'était impossible. On avait mis tant d'efforts dans cette affaire, depuis toutes ces années. Que tout s'écroule ainsi, en l'espace d'un instant, nous a fichu un sacré coup. Des caméras de sécurité fournirent des images d'autres crimes de Connor et Dougherty lorsqu'ils dévalisèrent deux petites banques de St. Louis. Les agents croyaient qu'ils avaient sans doute eu besoin d'argent pour reprendre leur vie d'avant. Après leur évasion et le vol des deux banques à St. Louis, ils disposaient d'environ 30 000 $ en argent liquide. Nous savions qu'ils allaient frapper une autre banque après avoir pris un gérant de banque et sa famille en otage. On savait en tout cas que les chances que cela se reproduise étaient très grandes et que ça pouvait devenir violent. 2 mois plus tard, la police de West Allis au Wisconsin reçut un appel à propos d'un vol de banque. Les voleurs avaient emporté avec eux un butin d'1 demi-million de $. C'était le vol de banque le plus important dans l'histoire de cet État. Le mode d'opération des voleurs était par trop familier. Le président d'une banque et sa femme avaient été retenus captifs par 2 hommes. Avec l'aide d'un complice qui faisait le guet, ceux-ci avaient ensuite dévalisé la banque. On put déterminer que Connor et Dougherty s'étaient trouvés sur les lieux en relevant leurs empreintes digitales. La police fit appel au bureau du FBI du Wisconsin. L'agent spécial Dan Kraft fut assigné à cette affaire. En lisant les dépositions des témoins, il constata que les fugitifs étaient de plus en plus audacieux, ne prenant même plus la peine de se déguiser. Ils n'ont rien fait pour cacher leur identité, même s'ils n'ont pas eu l'audace de dire comment ils s'appelaient. Terry Conner a mentionné à la femme du président de la banque que le FBI saurait qui ils étaient. En raison de la menace que représentaient Connor et Dougherty, on ajouta leur nom à la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au pays. La couverture médiatique qui s'ensuivit permit d'obtenir de nombreuses pistes. Un appel en particulier mena les agents à un homme qui avait peut-être servi de guetteur aux 2 complices lors du vol de la banque au Wisconsin. Les agents diffusèrent à toutes les unités de patrouille la description de sa voiture. Quelques jours plus tard, un patrouilleur de l'État l'arrêta et appela le FBI. Après qu'on eut identifié l'homme, on le conduisit au bureau du FBI. Nous avions un mandat d'arrêt fédéral contre lui à St. Louis, car il avait violé les conditions de sa libération conditionnelle. On l'a donc arrêté et conduit au bureau du FBI. L'homme commença par refuser de répondre aux questions des agents à propos de Connor et Dougherty. On a parlé avec lui sans relâche pendant 5 jours. Ce n'était pas aussi spectaculaire que les interrogatoires qu'on voit à la télévision et où les policiers ne lâchent pas le suspect. C'était simplement une conversation entre 2 hommes. Finalement, Kraft eut le dessus. Mais l'homme avait peur d'affronter Connor et Dougherty en cours. Il a dit « Je veux bien collaborer, mais je ne veux pas témoigner en cours ». Je l'ai rassuré en lui répondant qu'il n'aurait pas à le faire. On a déjà tout ce qu'il faut contre eux, ai-je ajouté. Je veux simplement que vous me parliez de leur façon de penser. Je veux savoir comment ils s'y prennent pour le faire, de sorte que je puisse avoir une longueur d'avance sur eux. Le suspect accepta de parler en espérant que sa peine soit réduite. Il raconta à Kraft comment Connor et Dougherty choisissaient les banques qu'ils dévalisaient, comment ils se déplaçaient et comment ils communiquaient entre eux par le biais de comptoirs de réception d'hôtels. L'un d'eux appelait pour effectuer une réservation au nom d'un gardien de prison qu'ils avaient connu tous deux. L'autre appelait ensuite et demandait si cette personne était arrivée. L'opératrice leur disait alors « Non, monsieur Untel n'est pas encore arrivé ». Il disait « Puis-je lui laisser un message ?» Le complice appelait plus tard à ce même hôtel et prenait ses messages. Ainsi, ils pouvaient communiquer entre eux sans laisser de traces. L'information la plus importante que révéla l'homme était le nom d'un autre individu qui avait aidé Connor et Dougherty à voler les banques par le passé. Il s'appelait John Harris.
Les agents le trouvèrent à Tucson, en Arizona. En le surveillant, ils l'aperçurent en train de faire des appels et d'en recevoir à un téléphone public. Après avoir obtenu un mandat, ils mirent la ligne sous surveillance. Harris parlait à Connor et Dougherty. On espérait, grâce à cette surveillance, trouver d'où provenaient ces appels et, en enquêtant dans ces secteurs, retracer les suspects. Les agents découvrirent que les fugitifs appelaient de Chicago, où ils planifiaient un autre vol. L'agent spécial George Spinelli du bureau du FBI de Chicago distribua des photos des fugitifs aux hôtels de la région. Une femme déclara avoir aperçu un client qui ressemblait à Joseph Dougherty, même si ce nom ne figurait pas sur le registre de l'hôtel. En regardant le registre, j'ai vu un nom d'emprunt qu'avait utilisé Connor dans le passé. Je me suis alors dit que nos deux fugitifs, qui se trouvaient sur la liste des hommes les plus recherchés, se trouvaient peut-être dans cet hôtel. L'agent Steve Chenoweth prit un avion pour Chicago et rejoignit les autres agents à l'hôtel. Le client qui ressemblait à Dougherty semblait avoir réglé sa note. Les agents surveillèrent alors la chambre où Connor logeait vraisemblablement. S'il se trouvait à l'intérieur, on devait le faire sortir pour éviter une confrontation. On était très inquiets parce que cela pouvait dégénérer, d'autant plus que Connor avait juré de ne jamais se faire capturer en vie. On a donc pris toutes les précautions possibles. Une équipe d'arrestation mit au point une opération qui aurait lieu dans le stationnement de l'hôtel. Finalement, un agent du FBI aperçut quelqu'un sortir de la chambre. C'était Connor. Il était seul. Les agents demandèrent à l'unité SWAT de procéder à son arrestation. Il n'a pas eu le temps de s'enfuir. On a immédiatement mis la main sur lui. Même si l'on n'avait pas vu Joe Dougherty, il semblait être dans les parages et s'être rendu compte de la présence des policiers. Quelqu'un a appelé la réception pour demander ce qui se passait. C'était un homme, peut-être un des clients de l'hôtel. J'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de Dougherty. Il tentait de savoir ce qui s'était produit. Les agents fouillèrent tout le secteur, mais ne trouvèrent pas Dougherty. Celui-ci commettrait certainement d'autres vols avec un nouveau complice dès qu'il en aurait la chance. Cet homme n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait faire un vol par lui-même. Il devait trouver quelqu'un pour l'aider. Les agents du FBI croyaient qu'il appellerait alors John Harris. Ils apprirent que ce dernier avait pris l'avion pour San Francisco. Une fois encore, ils le virent utiliser régulièrement un téléphone public. Ils firent mettre cette ligne sur écoute. Environ une semaine plus tard, il a reçu un appel de Joe Dougherty. Dougherty disait appeler de St. Louis. Et pourtant, les techniciens du FBI n'arrivaient pas à situer l'appel hors de San Francisco. On s'est alors aperçu que Dougherty ne se trouvait pas du tout à St. Louis. Il était dans le même secteur que nous. Les agents se rendirent compte que, de fait, Dougherty surveillait son complice pour voir s'il était suivi. Il fallait espérer qu'il n'ait pas repéré les agents en civil. Croyant que son complice et lui n'étaient pas suivis, Dougherty donna rendez-vous à Harris le lendemain matin à San Francisco. Les agents arrivèrent sur les lieux tôt et virent arriver Dougherty comme prévu. Et c'est alors qu'on a vu tout un groupe d'agents du FBI qui en avaient plein le dos de cette poursuite sauter littéralement sur Joseph Dougherty. Et c'est ainsi que se sont terminées cette saga et cette poursuite. Après une chasse à l'homme qui avait duré plus d'1 an à l'échelle du pays,
Terry Conner et Joseph Dougherty ont été jugés pour leurs crimes les plus récents. Ils ont écopé chacun de 2 peines d'emprisonnement à vie, plus 139 ans sans possibilité de libération conditionnelle. Ils se trouvent maintenant dans 2 prisons fédérales différentes. Leur collaboration est finie à jamais.